Mais regardez ce que j'ai fait par contre. Vous allez être fiers de moi. C'est une fille qui m'avait dit de mettre ça. Attendez, elle est où? Elle est là. Vous êtes prêts? Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Dès qu'il y aura quelqu'un qui dira... Enfin, quelqu'un... Un homme qui dira une pensée bien misogyne, directement. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tu es très jolie, le zoom n'est pas vraiment dérangeant chez toi. Merci. Allez, on reprend le zoom. Et là, c'est dérangeant. Je rigole. Allez. C'est pas toi, Kimka. Ah, enfin! On peut pas commencer le live sans que quelqu'un me dise... Si c'est pas vraiment un live, en fait, si on compare pas à Kimka. C'est pas possible. Cléopâtre, ça m'intéresse pas. Allez, c'est bon. Kimka, c'est moi. Et je vais vous lire le procès de P. Diddy. On commence. On est à la 8e journée. Le juge Arun Subramanian siège sur le banc, mais Sean Diddy Combs n'a pas encore été amené dans la salle d'audience. Le procès devrait commencer... Attendez, quoi devrait commencer ce matin avec un nouveau témoignage de Gérard Gannon. On s'en rappelle, l'agent spécial en charge sur le terrain de la perquisition de 2024 au domicile de Diddy Combs à Miami. P. Diddy est désormais dans la salle d'audience et les avocats des deux parties discutent avec le juge Arun Subramanian. Le jury n'est pas encore dans la salle d'audience. Gérard Gannon, l'agent spécial, devrait reprendre le témoignage qu'il a commencé hier. L'accusation vient d'indiquer que Kid Cudi ne témoignera pas aujourd'hui. Hier, les procureurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'appeler Scott Mescudi, l'artiste plus connu sous le nom de Kid Cudi cette semaine. Lors de son témoignage la semaine dernière, Cassie avait déclaré que P. Diddy était furieux lorsqu'il avait appris qu'elle l'avait fréquenté brièvement. Cassie a déclaré avoir rompu avec Mescudi après que P. Diddy l'ait agressé et menacé de recourir à de nouvelles violences contre elle et le rappeur. Gannon, l'agent spécial, est à la barre pour reprendre son témoignage sous interrogatoire direct par l'accusation. Le jury entre. Dawn Hughes, c'est la psychologue dont on parlait hier, psychologue clinicienne et médico-légal certifiée, devrait témoigner plus tard dans la journée. En tant que témoin experte, elle est susceptible d'expliquer au jury pourquoi les victimes restent dans des relations, comment les victimes font face à de telles relations, pourquoi elles s'engagent dans une divulgation tardive, ainsi que l'effet du traumatisme sur la mémoire. Le juge a décidé avant le procès que donc la psychologue ne pouvait pas donner son avis sur certains sujets, notamment le concept de contrôle coercitif. Okay. La psychologue s'abstiendra également de partager toute opinion spécifique sur la crédibilité des victimes présumées dans cette affaire. Elle n'a pas été mandatée pour examiner les détails de cette affaire et ne parlera que des concepts qui concernent les victimes générales. Ça va être intéressant, ça, ouais, de ouf, la vie de la psy. En plus, vous m'avez dit que c'était aussi la psychologue experte pendant le procès de Amber Heard et que vous l'avez pas trop aimé. Donc bon, on va voir. Je me rends compte que je connais pas tellement de musique de Cassie. Elle a pas pu faire beaucoup d'albums, étant donné qu'elle a dû être TDS pour P. Diddy. Hâte d'avoir son expertise, moi aussi. Gannon, l'agent spécial, a repris son témoignage. Le jury a maintenant accès aux photos d'un sextoy et d'une paire de talons au rouge qui, selon Gannon, ont été retrouvés dans le placard de la chambre principale de la maison de P. Diddy. Gannon a sorti des chaussures qui, selon lui, ont été trouvées dans le placard. Il les montre au jury. Environ 18 paires de talons à plateforme ont été récupérés dans la maison. 3 téléphones portables ont été retrouvés dans une botte Balenciaga dans le placard, a témoigné Gannon. Un autre téléphone a été saisi dans une chambre de la maison selon une stipulation lue au tribunal. Gannon a commencé à témoigner hier au sujet d'autres objets qui, selon lui, ont été trouvés dans le placard, notamment du lubrifiant intime, de la lingerie et des boîtiers d'AR-15. Il a précisé que la perquisition était liée à une enquête pour traite d'êtres humains. Il était alors affecté au groupe de lutte contre la traite d'êtres humains du HSI. À ce moment-là, a-t-il précisé. Un sac Gucci dans le placard contenant un assortiment de pilules, de la poudre blanche et une substance semblable à de la roche cristalline, avec une paille en plastique, un billet de $100 et d'autres objets, ont été retrouvés, a déclaré l'agent spécial. La poudre et les résidus de la paille ont été testés positifs à la cocaïne et à la kétamine selon une stipulation lue au tribunal. Les résidus du billet de $100 ont également été positifs à la cocaïne et à la kétamine selon la stipulation. Enfin, il prenait genre sa coke avec un billet de 100 genre. C'est pas un peu faire la mala ça quand même, entre vous et moi. C'est pas faire un peu la mala. Genre tu peux pas faire ça avec un billet de 5. Non, il faut que tu fasses avec un billet de 100. El famoso sa Gucci. Tout à fait. Un flacon de gouttes pour les yeux trouvé dans le sac s'est révélé positif à la MDMA.
un flacon de gouttes, il y avait de la MDMA, truc pour les yeux. À la MDMA et la cocaïne selon la stipulation. Plusieurs comprimés ont été testés positifs à la MDMA, conformément à la stipulation. D'autres comprimés ont été testés positifs à l'alprazolam, le principe actif du Xanax. Certains ont été testés positifs à la kétamine et au Xanax, et d'autres à la méthamphétamine et à la MDMA. Le jury voit d'autres photos prises lors de la perquisition de mars 2024 au domicile de Sean Diddy Combs à Miami Beach. Les images présentées au tribunal comprenaient des photos de boîtes remplies de bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants récupérées dans un placard de la maison. 25 bouteilles d'huile pour bébé et 31 bouteilles de lubrifiants ont été retrouvées. Attendez. C'est vrai que le chiffre 30, on se dit... Enfin, le nom plutôt. Le nombre 30, on se dit, c'est pas ouf, quoi. Mais déjà, avoir une bouteille de lubrifiant chez soi, c'est pas mal. Ça fait déjà beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais je veux dire même, allez, tu peux mettre du goût si tu t'en veux une à la pêche et une à la fraise. Mais 31, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait plus de bouteilles de lubrifiant que moi j'ai de bouteilles de San Pellegrino, de canettes de San Pellegrino dans mon frigo. C'est des petites coupures pour lui, les billets de sang. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement con. En plus, c'est le meilleur moyen de choper des bactéries virus. De quoi? Le lubrifiant? Ben, ça dure longtemps. Oui, certes, mais c'est... Tu sais, t'as un stock de 31 bouteilles quand même. Moi, je trouve ça... Avec des gouttes pour les yeux, il paraît que la MDMA monte plus vite. Ils mettent des gouttes... Attendez, là, vous allez m'expliquer la vie, s'il vous plaît. Ils mettent des gouttes pour les yeux, et dans les gouttes, dans l'eau des gouttes, dans le sérum Phi, il y a de la MDMA? Je comprends pas. Sniffer avec des yébis. Ah! Ah, mais tu vois, j'avais pas pensé au côté hygiénique de sniffer de la coke avec des billets de sang. Je n'y avais jamais pensé. Merci de m'avoir tenu au courant. Ma prochaine soirée mondaine, je ferai gaffe. Continue. Du coup, 31 bouteilles de lubrifiant ont été retrouvées dans ce placard. Dans la salle de bain principale, l'agent a découvert une boîte ornée d'une plaque d'or portant l'inscription Puffy. De la MDMA, des capsules contenant le principe actif des champignons ont été retrouvées à l'intérieur de la boîte. Le jury a vu des photos des stupéfiants et de la boîte dans la salle de bain. Une arme de poing, 45, chargée, a été retrouvée dans une valise dans une chambre de la maison d'hôte de l'établissement, de la maison de Diddy, quoi. L'agent spécial a identifié la pièce comme étant une guérite. What is that? A guard shake. What is a guard shake? I'm gonna tell you. Ah, ok, c'est la maison du gardien, quoi. Donc c'est là qu'il avait mis cette arme. On the witness... Oh, putain, je continue en anglais. À la barre des témoins, Gannon a pris un sac de preuves rempli de balles récupérées dans l'arme à feu. Les bouteilles de lubrifiant, ça montre juste le côté industriel des rapports sexuels dans les freak-offs. Exactement. Eux qui veulent le faire tomber pour trafic sexuel, le fait d'avoir 31 bouteilles de lubrifiant, c'est pas anodin. Rien à voir, mais t'es si belle. Oh, merci de nous faire le compte-rendu du procès. Merci beaucoup, Roxy. Vous êtes si chou. Arrêtez. Merci. Faut pas sniffer, mais si vous le faites, prenez des papiers propres, un nouveau à chaque fois, et ne partagez pas. Tu m'as l'air très au courant de la manière dont il faut sniffer de la coke. Hygiéniquement. Ça montre son rapport au sexe, il est complètement extrême. Ah oui, tout à fait. Imagine le freak-off qui a duré 4 jours, ça prend du lubrifiant. C'est vrai. 4 jours. 4 jours. Oh là là. N'importe quoi pour la MDMA dans les yeux, tu perds ton œil si tu fais ça. Oui, quand même, tu peux pas mettre tout et n'importe quoi dans les yeux. C'est le LSD qui peuvent se mettre dans l'œil. Ah bon? Tu peux... Quoi? LSD dans les yeux? J'y connais rien en drogue. Franchement, moi non plus. Hein. Mes connaissances sont très limitées, quoi. Du coup, on continue. Les procureurs ont terminé l'interrogatoire de l'agent spécial Gérard Gannon. L'avocat de la défense Tenny Geragos commence maintenant son contre-interrogatoire. Dawn Hughes, la psychologue clinicienne et médico-légale
ayant été impliquée dans des affaires très médiatisées, notamment en témoignant au procès en diffamation en 2022 d'Amber Heard et Johnny Depp. Elle a également témoigné en tant qu'experte en relations abusives dans les procès pénaux du fondateur de... je sais plus comment on dit. Navim. Bref, de Keith Rayner, le mec qui avait pris... je crois qu'il avait pris perpète. Pédocriminel. Et du chanteur R. Kelly. Hugues devrait témoigner aujourd'hui lors du procès de Didi pour trafic sexuel sur les raisons pour lesquelles les victimes en général restent dans ce genre de relations, comment les victimes font face à de telles relations, pourquoi elles s'engagent dans une divulgation tardive et l'effet du traumatisme sur la mémoire. Le juge avait précédemment statué que Hugues ne pouvait pas témoigner sur certains sujets, notamment l'idée du contrôle coercitif. Ok. La psychologue est basée à New York et se spécialise dans l'évaluation des traitements de la violence interpersonnelle et du stress traumatique et des troubles anxieux. La défense de P. Diddy avait précédemment indiqué qu'elle ferait appel à son propre expert, le docteur Alexander Bardet, psychiatre et légiste, pour contrer le témoignage du ministère public. Bardet avait témoigné comme témoin expert pour la défense lors du procès de Kevin Spacey en 2022. Ah bon, il avait eu un procès, lui? Il avait eu un procès pour quoi? Je sais même pas au courant. Je dormais en 2022 ou quoi? Pourquoi Kevin Spacey, c'est grâce à... Enfin, c'est grâce à lui. En gros, ça vient de lui, le To Doom de Netflix, genre le... Bon, je sais pas si vous allez entendre, parce que comme il y a plein de filtres sur le micro, mais le Tintin. J'avais beaucoup aimé la série dans laquelle il avait joué. J'avais adoré même. J'étais à fond dedans. J'ai adoré le détester finalement. Pédo, non? Quoi? MeToo? J'étais pas au courant. Il touchait des ados. Mais... Oh putain, je viens de me rappeler en plus d'une scène dans la série où il couche avec une meuf très très jeune. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Bien placé, Les là. mêmes. House of Cards. Ouais, cette série pépito. J'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment adoré. Putain, tous les mêmes. Allez, on continue. 6 personnes se trouvaient au domicile de P. Diddy à Miami Beach lorsque les agents ont commencé les recherches, a témoigné l'agent spécial Gannon. Un producteur de musique, un gestionnaire immobilier et d'autres membres du personnel des installations ont été menottés. Quoi? Des installations ont été menottées? Handcuff. Ah, des membres du personnel, pardon, ont été menottés pour que les forces de l'ordre puissent les identifier et les fouiller. Le producteur de musique n'a pas été identifié. Aucune arme ni... Genre, il y avait un producteur de musique, personne ne savait qui c'était? Mais d'où il sort? Aucune arme ni aucun accessoire n'a été retrouvé sur les personnes qui étaient au domicile à ce moment-là. Mais attendez, mais d'où il y a un producteur de musique qui n'est pas identifié? Genre, on n'a pas d'infos? Qui est ce monsieur? L'avocat de la défense, Tony Geragos, a demandé à l'agent spécial Gannon de confirmer que les 2 fusils AR-15 récupérés dans un placard de la chambre principale étaient démontés et non chargés lorsque les enquêteurs l'ont trouvé. L'agent spécial Gannon n'est plus à la barre. Kevin Spacey a agressé plusieurs hommes. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes. On est un peu fatigué. On souffle. C'est donc ça, un ghost producteur? Ghost producer? Ça veut dire quoi? J'ai pas la ref. Apparemment, un des avocats de Diddy, Steele, la connaît ou il sait où frapper quand il va avoir son expert à lui. Vous voulez dire la Dawn Hughes? Merci beaucoup pour les follow. Du coup, Dawn Hughes, psychologue clinicienne et médico-légale certifiée, témoigne désormais à la barre. Experte expérimentée, elle a témoigné notamment lors du procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Hugues est la 11e témoin cité par l'accusation dans cette affaire. Ça fait quand même du monde, là. Elle est interrogée par la procureure adjointe Mitzi Steiner. À la barre, Hugues a déclaré que son expérience était unique car elle avait presque toujours suivi une formation en traumatologie. Elle explique avoir commencé à travailler dans un programme d'aide aux victimes de violences conjugales à l'université. Le juge Arun Subramanian a qualifié Hugues comme témoin expert en psychologie clinique et médico-légale. Il est au courant qu'un témoin expert répond à des questions sur ses qualifications et son expérience avant d'être qualifié au procès.
Hugues devrait témoigner aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles les victimes restent. Subramanian avait précédemment statué que Hugues ne pouvait pas témoigner sur certains sujets. Ça fait 6 fois que vous le répétez quand même. Le psychologue Richard, non, Don Richard, c'était hier, a déclaré qu'elle témoignait en tant qu'experte. Je vais l'appeler Hugues. Hugues, c'est la psychologue, ok? La psychologue du ministère public. A déclaré qu'elle témoignerait en tant qu'experte aveugle et qu'elle fournirait au jury des informations sur la violence domestique, le viol, les agressions sexuelles et le stress traumatique. Hugues a témoigné qu'elle n'avait évalué aucune des victimes ou des témoins dans cette affaire. Ah bon? Et qu'elle n'avait interrogé aucune personne liée à l'affaire. Madame, mais pourquoi ils l'ont mis? Elle a déclaré avoir vu une couverture médiatique de l'affaire mais ne pas avoir suivi le déroulement du procès. Elle a témoigné être payée $600 de l'heure pour son travail et $6 000 pour une journée de témoignage. Mais elle mange, elle graille Gucci, cette psychologue, mais je go devenir psychologue clinicienne aux États-Unis? Comment ça? Pour la journée de témoignage, là, elle va être payée $6 000. D'ailleurs, pourquoi elle nous en parle là, en plein milieu? Qu'est-ce qui se passe? Ça la décrédibilise un peu, non? Un ghost producer, c'est un mec qui produit le son pour quelqu'un d'autre et qui n'est pas crédité en tout petit. Ça arrive souvent. Ah, d'accord. On lui a volé son travail, quoi. Enfin, non, on lui a peut-être pas volé, mais... Ok. C'est pour ça qu'elle fait tous les procès. Ah, mais direct, en fait. Comme les ghostwriters qui écrivent les chansons pour d'autres artistes. D'accord, ok. Et les ghost singers, ça existe aussi, non? Je pense à celle qui faisait beaucoup les chansons de J-Lo. Megan Taylor, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. La psychologue clinicienne et légale Hugues a témoigné qu'il est très courant que les victimes restent dans des relations abusives. Elle a expliqué que les agresseurs ont souvent recours à diverses méthodes abusives, au-delà de la simple violence physique, pour donner à leurs victimes le sentiment d'être piégées. Merci beaucoup pour les cadeaux. Pour donner, oui, donc le sentiment d'être piégé, il s'agit du pouvoir et du contrôle que l'agresseur exerce sur sa victime, a-t-elle déclaré. L'abus sexuel est un préjudice très privé, ce qui peut rendre difficile pour une victime de chercher de l'aide pour quitter une relation abusive, a témoigné la psychologue clinicienne et médico-légale Hugues lors de l'interrogatoire direct de l'accusation. C'est très vrai ça. Comment tu veux prouver un abus sexuel quand tu es dans une relation avec quelqu'un? Comme elle a été avec P. Diddy, comment tu veux le prouver? Ben madame, vous êtes avec lui. Comment tu prouves qu'il y a... Tu vois, c'est très compliqué de remonter, d'aller dans l'emprise. Et même sur le moment, peut-être qu'il était bien. Et puis après, il est devenu complètement dingue et qu'il lui a demandé des trucs de ouf. Bah, comme il l'a fait, parce qu'au début, il devait être bien avec elle. Mais ouais, franchement, c'est pour ça que c'est des affaires aussi délicates. Et c'est pour ça aussi que tu mets du temps avant de porter plainte. Enfin, comment tu veux porter... Enfin, faut monter un dossier. Et même dans le dossier, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu mets? Faut vraiment prouver qu'il y a une emprise, mais en fait, dans d'autres aspects de la vie, limite. Et encore, là, on avait par exemple une vidéo d'elle qui sortait de la chambre d'hôtel et où il va la chercher en la frappant en serviette. Tu vois bien qu'il y a un problème, quoi. L'abus sexuel est un préjudice, du coup, très privé. Il ressent énormément de honte, d'humiliation et de dégradation, a déclaré Hugues. Il refuse d'en parler, il refuse même d'y penser. La psychologue Hugues a témoigné que la dépendance financière d'une victime envers un agresseur joue un rôle très important dans sa décision de rester dans une situation de violence. Elle a expliqué que des ressources sont nécessaires pour qu'une victime puisse mettre fin à la relation et que lorsque l'agresseur contrôle ses dépenses courantes, il est difficile pour la victime de voir une issue. L'agresseur sabote la capacité de la victime à être indépendante, comme il l'a fait en lui niquant sa carrière. Comment pouvez-vous partir si vous n'avez pas accès à ces ressources tangibles? Les relations abusives contiennent souvent de l'amour et de la gentillesse, en plus de la violence, a témoigné la psychologue clinicienne et médico-légale. La victime veut cela, elle veut le récupérer. Alors, quand on lui montre cela, c'est très encourageant. Hugues a témoigné qu'un lien traumatique se manifeste lorsqu'une personne reste attachée à son partenaire malgré la violence et les abus. Un lien traumatique peut dissuader une victime de quitter une relation. La psychologue clinicienne et médico-légale Dawn Hugues a déclaré qu'il faut souvent plusieurs tentatives aux victimes pour quitter une relation abusive. Il y a ce schéma de retour et de réconciliation, puis de retour à nouveau, a-t-elle témoigné. Elle a expliqué que les victimes pourraient vouloir revenir à la bonne version de leur partenaire qu'elles aiment encore. Elle a ajouté qu'elles pouvaient également revenir parce que les violences persistent en dehors de la relation. À mesure que les abus deviennent plus graves, les mécanismes d'adaptation deviennent plus sévères. En plus, lui, par exemple, tu vois, il l'a menacée quand elle le quittait, quand elle avait un nouveau mec.
En fait, tu te dis, vaut mieux que je reste avec lui, au moins je suis safe. Parce qu'il est pire. Il est encore plus menaçant. Il est encore plus dangereux quand je suis pas avec lui. Donc autant rester avec lui, c'est un mécanisme de survie, clairement. Je rejoins juste le live, c'est le débrief de la journée. Oui, tout à fait. Donc, à mesure que les abus deviennent plus graves, les mécanismes d'adaptation deviennent plus sévères. Les mécanismes d'adaptation d'une victime se situent généralement dans le cadre de la relation. Cela implique parfois de riposter, mais le mécanisme d'adaptation le plus courant, consiste à essayer de trouver une solution avec le partenaire violent pour mettre fin aux violences et préserver l'amour. La psychologue a évoqué la légitime défense passive et active lors de son témoignage. L'autodéfense passive comprend des actions qui sont les moins provocantes possibles pour mettre fin à des épisodes violents, notamment bloquer les coups de poing ou se recroqueviller sur le sol, comme elle l'avait fait dans la vidéo de l'hôtel. La légitime défense active consiste à lancer des objets ou à riposter aux abus, a-t-elle expliqué. Les victimes recourent à la légitime défense active pour se défendre, même si, dans de nombreux cas, cela entraîne généralement des blessures plus graves. Pardon. Oui, il contrôle sa famille, tout le monde. Bonsoir, la team a pris une pause, j'ai suivi uniquement replay. Vous m'avez manqué. On n'attendait plus que toi. Il n'y a pas de victime parfaite, ce n'est pas parce que tu acceptes de faire certaines choses que tu n'es pas une victime, et il est dur de partir quand tu dis j'ai accepté, donc je suis coupable. Oui, en plus, mais comment tu fais pour le prouver aussi, tu vois? Tu as pu peut-être accepter certaines choses, pas en accepter d'autres, et c'est pas forcément clair si tu vas accuser quelqu'un, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est vraiment des dossiers très très compliqués, hein. Cassie ne faisait pas le poids physiquement face à Didi, non, bien sûr. Non, bien sûr. De toute façon, le but, c'est pas la violence, tu vois, c'est éviter de se battre, quoi. La psychologue, du coup, à quoi? Oui, c'est bon. L'experte a déclaré qu'il est courant que les victimes de relations abusives utilisent des substances pour s'engourdir. Les victimes consomment souvent de la drogue ou boivent avant de voir leur partenaire à titre préventif pour éviter d'autres souffrances psychiques ou psychologiques à venir. Elle a, en plus, la chanson que je vous ai fait écouter tout à l'heure, qui s'appelle Numb de Cassie, numb, ça veut littéralement dire en anglais s'engourdir, quoi. Elle a expliqué qu'une victime est généralement plus disposée à parler des abus commis par un inconnu que par son partenaire. Plus la relation avec l'agresseur est étroite, moins vous serez susceptible de le révéler. Il est rare que les victimes parlent des abus au moment où ils se produisent. Les victimes d'abus utilisent souvent un langage minimisant et évasif. Lorsqu'elles révèlent l'abus, elles ne veulent pas se considérer comme des victimes, elles ne veulent pas que leurs agresseurs soient considérés comme tels. C'est trop douloureux d'admettre que quelqu'un qui m'aimait m'a fait ça. Elles continuent de se culpabiliser. Et ouais, en plus, elles sont dans un espèce de déni où, en fait, accepter le fait que la personne que t'aimes te fait du mal, déjà, tu sais, tu dois accepter que la personne que t'aimes, elle te fait du mal, donc t'acceptes ça. Tu te dis, bon, ouais, j'aime quelqu'un qui me fait du mal. Et en plus, tu dois accepter que cette personne est mauvaise avec toi, quoi. J'ai vu des photos de Cassie avec un gros pet vers l'arcade, ça m'a brisé le cœur. Putain, la pauvre. Moi, j'en avais vu une avec la lèvre hyper gonflée et violette. Elle avait posté sur Instagram en plus, celle-là. Les victimes d'abus utilisent souvent un langage minimisant et évasif lorsqu'elles révèlent l'abus. Elles ne veulent pas se considérer comme des victimes, elles ne veulent pas que leur agresseur soit considéré comme tel. C'est trop douloureux d'admettre. J'avais lu ça. Continue de se culpabiliser. La psychologue Dawn Hughes a témoigné de la manière dont le traumatisme affecte la mémoire. Ça aussi. Elle a expliqué que les victimes se souviennent généralement de l'essentiel d'un événement traumatique et des détails sensoriels centraux qu'elles perçoivent comme significatifs. Moi, je suis hyper... je sais pas comment dire. Genre, j'ai une mémoire olfactive de fou. J'ai un odorat de malade. Du coup, des détails sensoriels centraux qu'elles perçoivent comme significatifs. D'autres détails périphériques auxquels aucune importance n'est attribuée sont moins facilement mémorisés. C'est quelque chose de très unique pour chaque personne et chaque situation dans laquelle elle se trouve. Certains souvenirs traumatiques peuvent également être fragmentés, mais ils peuvent néanmoins être fiables. Dawn Hughes a déclaré que les victimes ont tendance à ne pas se souvenir de chaque moment précis où elles ont été abusées dans le cadre de la violence domestique. Il existe une routine qui se produit, où une victime peut confondre des cas de violence de la même manière que des événements banals et routiniers. Ok, donc la violence fait partie de
de la routine, quoi, que tout le monde vit fréquemment, peuvent se produire ensemble. Hugues a déclaré qu'une victime peut généralement dire quelque chose comme « Je sais que j'ai reçu plusieurs coups de poing, mais je ne peux pas vous dire quand c'était ». Les victimes sont plus susceptibles de se souvenir d'incidents isolés, d'abus liés à un marqueur ou à un événement important pour une victime comme un anniversaire ou une célébration. La procureure adjointe américaine Mitzi Steiner a terminé ses questions. Hugues répond à une série de questions générales de l'avocat de la défense, Jonathan Bach, sur la manière dont elle évalue une personne à titre médico-légal dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est différent de la façon dont elle aborde les patients qu'elle traite dans un cadre clinique. Elle administrera généralement un entretien complet, d'autres tests psychologiques et évaluera des informations externes pour offrir une analyse détaillée d'une personne lorsqu'elle est embauchée pour un travail de psychologie médico-légale. Le contre-interrogatoire de la psychologue Don Hugues reprend après une pause de déjeuner. Alors attendez, parce que là, il récapitule. Le juge est de retour sur le banc et les avocats sont dans la salle d'audience. Le jury n'est pas encore constitué. À la reprise du procès, Don Hugues, psychologue clinicienne et médico-légale certifiée, spécialisée dans les traumatismes, poursuivra son témoignage. Don Hugues, psychologue et clinicienne, est de retour. À la barre, le jury est entré et son témoignage reprend. L'avocat de la défense, Jonathan Bach, contre-interroge Hugues. L'avocat de la défense demande de confirmer qu'elle n'avait pas recueilli d'informations détaillées sur les faits spécifiques sur cette affaire. Hugues déclare que c'était correct et a ajouté « Je n'ai aucune opinion sur une personne en particulier ». Interrogée, la psychologue a déclaré qu'elle avait entendu dire qu'il y avait une personne nommée Cassie dans cette affaire. Pas nous. La psychologue. On est d'accord, tout ce que tu as dit et tout, la leçon, c'est bon, c'est appris. Mais s'il te plaît, tout pas de notre gueule. Genre, enfin, tu vois. Je crois que c'est Cassie, non? C'est Cassie, ça? Non, c'est un procès avec Cassie, non? Non, arrête. Doucement. Doucement le mitonnage. Doucement, juste doucement. Ne prends pas pour des cons. C'est dans les médias depuis des mois, mais de ouf. Ça. Calme. Bach a confirmé que la psychologue légiste n'avait pas entendu le témoignage de Cassie ni examiné les dossiers concernant d'elle. Je sais qu'elle regarde mes vidéos sur YouTube. Je sais très bien. Ça est en courant, vous inquiétez même pas. Ni examiner les dossiers concernant elle ou sa consommation de drogue. Pour rappel, Don Hugues a déclaré plutôt dans la journée qu'elle témoignait en tant qu'experte aveugle afin de fournir au jury des informations sur les violences conjugales, les viols, les agressions sexuelles et stress traumatique. Et elle a précisé n'avoir interrogé aucune personne liée à l'affaire. Donc j'ai compris pourquoi ils l'ont ramenée, bien que ça aurait été bien... peut-être qu'après, il y aura d'autres experts cliniciens qui vont venir... et qui ont déjà eu des entretiens avec les accusés, peut-être avec P. Diddy. Genre là, il n'y a aucun psy qui a vu P. Diddy. Après, peut-être au States, c'est différent. En France, je crois que c'est obligatoire, il me semble. C'est dans la loi. T'es pas sous serment, madame? Ça va. Il la paye $6 000 de l'heure. Elle peut placer un petit mensonge, en vrai. En vrai, ça va. Après que les avocats ont parlé au juge Arun Subramanian sur le banc, le juge a demandé au jury de se rendre dans la salle du jury pendant quelques minutes. L'équipe de défense souhaite interroger le témoin expert, donc Don Hugues, la psychologue, sur une présentation au webinaire qu'elle a donnée en 2015. Quoi? Sur la préparation d'un témoin devant le tribunal. Là, en fait, ils veulent contre-interroger, mais après, au States, je pense que c'est pas les mêmes méthodes. Je pense que les avocats, c'est encore pire. En gros, là, ils veulent l'interroger sur un webinaire qu'elle a tenu en 2015. The fuck. L'accusation a déclaré qu'elle ne pense pas que la présentation démontre une quelconque partialité potentielle de sa part. L'avocat de la défense, Jonathan Bach, a déclaré que le webinaire était une formation destinée aux défenseurs de victimes de violences domestiques. L'avocat de la défense affirme que la psychologue Don Hugues est une personne qui gagne la majeure partie de son argent en tant que témoin, c'était obligé qu'il dise ça, en tant que témoin professionnel et qui se présente à la barre avec une certaine perspective. Il a déclaré que cela a été très pertinent pour la défense, déclarant au tribunal que les témoins experts sont très dangereux parce qu'ils arrivent avec une aura d'autorité. Alors, je suis d'accord que les psychologues arrivent avec une certaine aura d'autorité, effectivement. On a plus, ça me rappelle l'expérience de Milgram. On pourrait faire souffrir un homme si un docteur nous le disait, parce qu'on considère que c'est une figure d'autorité. Pour autant, ce qu'elle a raconté, c'est pas trop de la merde, en soi. Ce qu'elle disait, c'est le b.a.-ba. C'est sûrement ce qu'ils apprennent en cours de psycho, quoi. Elle n'a pas inventé un truc.
On continue. Donc la procureure adjointe américaine Maureen Comey a déclaré qu'un document contenant les points clés de la présentation ne devrait pas être montré au jury car cela pourrait prêter à la confusion et provoquer un spectacle secondaire. Le juge a déclaré que le document ne serait pas déposé mais que Bach, donc l'avocat de P. Diddy, pouvait interroger Hugues sur la formation qu'elle dispensait. Le document, maintenant que je le consulte, ne dit pas grand-chose. La psychologue et le jury reviennent maintenant pour poursuivre la procédure. Le juge, ayant décidé qu'il pouvait le faire, l'avocat de la défense interroge maintenant la psychologue sur la formation qu'elle a donnée aux défenseurs. Je me demande bien ce qu'elle a dit dans cette formation en 2015. Aux défenseurs des victimes de violences domestiques qui pourraient avoir besoin de témoigner devant le tribunal. Interrogée à ce sujet, Hugues a déclaré qu'elle pensait que le groupe auquel elle s'adressait avait reçu une subvention du ministère de la Justice en vertu de la loi sur la violence contre les femmes. Sur la violence contre les femmes? Sur la loi de la violence... Ah, attendez, j'ai bugué. Je sais pas, bref. La psychologue Dawn Hughes a confirmé n'avoir jamais témoigné pour la défense d'un homme accusé d'un crime sexuel. Je n'évalue pas les délinquants, a-t-elle déclaré. Les avocats de la défense et les procureurs ont quelques longues discussions parallèles au sujet du contre-interrogatoire de cette psychologue. Bach, l'avocat de P. Diddy, l'a interrogée sur 6 rencontres qu'elle a eues lieu avec les procureurs concernant son témoignage, dont certains depuis le début du procès. Hugues a affirmé que les procureurs n'avaient pas discuté des détails de l'affaire avec elle. Je vais la coincer. L'avocat de la défense a terminé le contre-interrogatoire de la psychologue. La procureure adjointe américaine, Mindy Steiner, est de retour pour... Je sais pas pourquoi ils disent à chaque fois américaine. Peut-être parce qu'on dit, ouais, Procureur of America. Pour un nouvel interrogatoire de Hugues lors de la réinterrogation. Steiner a confirmé auprès de la psychologue qu'elle n'avait évalué que les documents judiciaires liés à son témoignage et que tous les documents qu'elle avait examinés avaient été expurgés afin qu'elle ne puisse lire aucun fait de l'affaire. Dans sa dernière question de réinterrogatoire, la procureure adjointe, Mindy Steiner, a confirmé que la psychologue avait été retenue comme témoin expert par l'un des avocats de la défense de Sean P. Diddy dans une autre affaire. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Jonathan Bach, a confirmé que Hugues avait travaillé avec l'avocat de la défense, Brian Steele, dans le passé, mais qu'elle n'avait pas témoigné en tant que témoin au procès dans l'affaire de Steele. L'avocate Dawn Hughes a terminé son témoignage, elle n'est plus à la barre et elle est repartie avec son chèque de $6,000. George Kaplan, ancien assistant exécutif de P. Diddy, témoigne désormais. Il est le 12e témoin cité par l'accusation. Kaplan avait reçu une assignation à comparaître plus tôt dans la journée. Il a invoqué son droit, garanti par le 5e amendement, de ne pas témoigner, invoquant un risque d'auto-incrimination, mais le juge a signé une ordonnance d'immunité obligeant Kaplan à témoigner. Waouh! Waouh! George Kaplan, ancien assistant de P. Diddy, a déclaré que sa journée commençait généralement vers 9h30 et qu'il s'assurait que les chefs et le personnel d'entretien était prêt pour la journée. Il a déclaré qu'il s'assure également que la salle de bain de P. Diddy soit équipée de ses articles de toilette et de ses médicaments et de ketchup Heinz. Et il se souvient que la première heure où il a terminé sa journée était vers 17 ou 18h et la dernière heure vers 7h du matin. Putain, de 9h30 à 7h du matin de l'autre jour, ça fait beaucoup là, non? Il a déclaré qu'il travaillait généralement entre 80 et 100 heures par semaine et qu'il était payé environ $125,000. C'est pas mal. George Kaplan a débuté chez Combs Enterprise en 2013 en tant qu'assistant exécutif du directeur de l'exploitation. Environ 10 mois plus tard, il a été promu assistant exécutif de Sean Combs. Il était sous la direction de Christina Coram, l'ancienne directrice du cabinet de Combs, qui, selon lui, dirigeait sa vie. Oh, j'ai hâte de l'entendre parler, elle, vraiment. P. Diddy a embauché une société de sécurité agréée au cours du second semestre de 2015. Ce groupe était plus professionnel et plus raffiné que les anciens gardes de sécurité de longue date de P. Diddy et semblait avoir beaucoup de formation en temps réel. George Kaplan communiquait quotidiennement avec P. Diddy, échangeait des SMS, des appels et des courriels plusieurs fois par jour à propos de choses dont il avait besoin, ce qui pouvait inclure des vêtements ou potentiellement de la nourriture de quelque part, ou de la drogue, ou de l'alcool, ou un iPad, ou un haut-parleur. George Kaplan témoigne que son ancien patron menaçait son emploi presque tous les mois. Putain, tous les mois, je vais te dire. P. Diddy disait qu'il souhaitait être entouré des meilleurs, mais ceux qui l'entouraient à l'époque n'étaient pas à ce niveau, se souvient Kaplan. Parfois,
Sean Combs exprimait cela avec colère, parfois avec motivation. Durant sa première semaine chez Combs Industries, Kaplan lui a demandé de trouver une bouteille d'eau sans BPA d'un gallon chez Whole Foods. Le magasin n'en avait pas, alors il a rapporté 2 bouteilles d'un demi-gallon. Ok. Oui. Donc il a trouvé la bonne marque, le bon truc, mais c'est des demi-gallons. Au lieu d'avoir un gallon, il y a 2 demi-gallons. P. Diddy a dit avec colère à Kaplan qu'il ne lui avait pas apporté ce qu'il avait demandé. Il était très près de mon visage, a déclaré Kaplan. Imagine vous demander... Déjà, je te demande une bouteille d'eau, même d'1 litre. Tu trouves pas, tu me ramènes une de 50 centilitres. Déjà, je suis contente. Tu me ramènes 2 pour que ça fasse 1 litre. Je me dis, ouais, la personne, tu vois, j'aurais fait attention à ce que tu dis quand même. Mais là, sans BPA, c'est les perturbateurs endocriniens, il me semble. Enfin, c'est le plastique, quoi. C'est de la dictature. Honteux. Quoi? On continue. Donc, Combs a dit qu'il lui avait pas apporté ce qu'il voulait. George Kaplan, son ancien assistant, a voyagé vers diverses destinations avec P. Diddy, notamment New York, Miami, Atlanta, DC, Orlando. Il voyageait avec P. Diddy dans le jet privé, soit à l'avance sur un vol commercial pour s'assurer que le logement de P. Diddy était correctement aménagé et qu'il y avait du ketchup Heinz. Kaplan... Je viens de l'inventer. Kaplan a témoigné que pour la première fois, enfin, je viens de l'inventer, oui et non, parce qu'il avait dit qu'il tous ses déplacements, il fallait du ketchup. Donc, c'était dans le package. Kaplan a témoigné que la première fois qu'on lui a demandé de préparer une chambre d'hôtel pour P. Diddy, on lui a donné un sac et on lui a demandé de le déballer. Le sac contenait des vêtements, un haut-parleur, des bougies, de l'alcool, de l'huile pour bébé et du lubrifiant. Quel manque de professionnalisme. On te dit 1 gallon, tu ramènes 2 demi-gallons. Je bois pas. Bah, c'est pas du tout la même eau, du coup. Bah, ça change tout. Le goût change et tout, c'est pas possible. Après cette première fois, il a déclaré qu'il achetait souvent les mêmes fournitures avec sa carte de crédit professionnel. Il a ajouté que P. Diddy ou Christina Koram, son ancienne chef de cabinet, lui demandaient généralement de préparer une chambre d'hôtel. Ok, l'ancien assistant George Kaplan continue de parler de son rôle dans l'installation et le nettoyage des chambres d'hôtel de P. Diddy. La chambre était généralement réservée sous le nom de Frank Black, en référence au regretté rappeur et artiste de Bad Boy Records Notorious B.I.G. qui avait pour surnom Frank White, a témoigné Kaplan. Kaplan avait compris que P. Diddy aurait des invités ou une partenaire féminine qui le rejoindrait dans les chambres d'hôtel. Après que P. Diddy quittait une chambre d'hôtel, Kaplan entrait et emballait ses affaires et rangeait l'endroit. Ça veut dire même pas il prenait ses affaires. Putain, j'aimerais ne pas avoir cette charge mentale. Hein. Kaplan a déclaré... Enfin, je pense que même si j'ai son niveau, genre... Comment ça, je prends pas mes affaires? Non, c'est trop bizarre. Kaplan a déclaré avoir compris qu'une partie de son rôle consistait à protéger l'image de P. Diddy. Le protéger et préserver son image publique était très important et c'était quelque chose que je tenais à faire. En général, il y avait des bouteilles de Gatorade, je sais pas ce que c'est, des bouteilles d'alcool et de l'huile pour bébé, éparpillées dans la chambre d'hôtel après le départ de P. Diddy. Un jour, il a nettoyé une poudre cristalline brune sur un plan de travail, a témoigné Kaplan. Il ne savait pas ce que c'était, mais il l'a nettoyée au cas où. Poudre cristalline brune, qu'est-ce que ça peut être? Du caca lyophilisé. Kaplan dit qu'il a raconté à 2 reprises qu'il avait acheté de la drogue pour le compte de P. Diddy, une fois à Miami et une fois à Los Angeles. Il a déclaré que les 2 fois, P. Diddy avait donné de l'argent à Kaplan et un numéro à appeler, puis Kaplan avait pris des dispositions pour récupérer la drogue. Une fois, il a pris de la MDMA et l'autre fois, il ne savait pas quelle substance c'était. Le jury a été dissous pour la journée. Kaplan, ancien assistant de P. Diddy, poursuivra son interrogatoire principal demain à 9h. La procureure adjointe Maureen Comey a déclaré qu'il lui restait environ 30 minutes d'interrogatoire direct. Les procureurs prévoient d'appeler 5 témoins après George Kaplan demain. La procureure Maureen Comey a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les témoignages soient relativement courts et a signalé qu'il pourrait terminer la journée plus tôt. Et Kid Cudi, le rappeur qui a eu une brève altercation avec Cassie Ventura, l'ancienne petite amie de P. Diddy, doit témoigner après Kaplan demain matin. Donc c'est bien demain qu'on va avoir le témoignage de Kid Cudi. Attendez, je crois qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. Ils ont fini la journée. Oui, de toute façon, il a dit « The jury is dismissed ». Et quand le jury is dismissed, ça veut dire que c'est terminé, les amis. Pipa connaît pas Gatorade. Elle fait pas de sport. C'est quoi ça? Gatorade? Ah, c'est comme du Powerade, quoi.
Gatorade, du coup. Mais je bois pas ça. Mais alors, d'où tu fais du sport? Ça veut dire que tu essaies d'être en bonne santé dans ta life. Tu essaies d'aller mieux. Et tu vas boire un truc bleu. À quelle heure vous faites ça? Qui fait ça? Le Gatorade, c'est pour faire des mélanges surtout. Ah! Pas pour faire du sport. Enfin, si. C'était quand même assez sportif, j'imagine. Mais ouais, putain. Non, non, non. Si je fais du sport, je vais pas boire ça, quand même. Je vais boire des smoothies comme tout le monde. Je suis un individu normal. Je suis un normal gens. Je me demande ce que la défense de P. Diddy va dire par rapport à la voiture de Kid Cudi qui a explosé. On verra demain, hein. Peut-être qu'ils vont refuser de le contre-interroger, ou je sais pas. Ils sont nombreux les faiseurs de muscles à consommer n'importe quoi. Mais ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Tu peux préparer le molly, la molly avec la Gatorade. La molly, c'est quoi déjà? C'est un mélange de MDMA, non? Je m'en rappelle. Putain, on va devenir des experts en gueudreau. Ramenez-nous en rave après, hein. On va savoir du tac au tac. Ça, je sais, ça se mélange avec ça. Kim Kardashian, merci. En fait, il faut le dire une fois avant de commencer le live, une fois quand on a fini le procès, tu vois. C'est très bien. C'est vraiment devenu la DA du live, quoi.